concernant les relations de la France avec la Russie. Et on m'a posé une question comme quoi la Russie, actuellement, jouait contre les intérêts de la France, en particulier en Afrique, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique. Mais je vous dirais, oui, mais comment en vouloir à Vladimir Poutine et à la Russie de jouer contre les intérêts de la France, puisque Emmanuel Macron s'est quasiment déclaré en guerre contre la Russie. C'est-à-dire que je ne pense pas que la Russie essaierait d'attenter autant aux intérêts français partout dans le monde, en particulier en Afrique, si la France avait choisi une sage et prudente neutralité dans le conflit russo-ukrainien. Je pense que c'est une offensive qui était peut-être déjà en cours avant le début de ce conflit, mais qui n'a fait que s'accentuer avec malheureusement la volonté va-t-en-guerre de notre gouvernement, qui n'en a évidemment en plus pas les moyens, avec Bruno Le Maire qui se permet de dire qu'il va mettre l'économie russe à genoux. On rigole, en tout cas l'économie française, elle est à genoux, hein, avec différentes mesures, avec l'explosion du prix du gaz et tout ce genre de désagréments, l'inflation sur des différents produits, qui n'est due que à la volonté de notre gouvernement d'incapable, d'incompétent, de s'ingérer dans ce conflit et que ça leur revienne en pleine gueule. L'effet boomerang leur revient en pleine gueule et nous revient à nous, Français, aussi d'un point de vue économique. Sachez que si nous payons aussi cher notre énergie, c'est à cause des prises de position de nos gouvernants au cours de ce conflit. Donc je pense que pour avoir des relations apaisées avec la Russie, il ne faut évidemment pas considérer la Russie comme un ennemi, ni forcément comme un ami, mais il ne faut pas se mettre à dos une grande puissance comme la Russie. Et en plus, à partir du moment où on laisse la place en Afrique, eh bien, Chinois et Russes viennent s'y installer avec beaucoup moins de pudeur que la France et les Français. Voilà, il faut savoir, soit nous menons une politique en Afrique en faveur de nos intérêts et des intérêts des différents pays avec qui nous coopérons, ou soit nous acceptons de nous faire bouter hors de l'Afrique et également insulter et cracher dessus par des rois, des nababs, des rois ou des dirigeants qui nous crachent à la figure, comme au Mali par exemple, ou d'autres pays, ou comme au Tchad, ou comme au Niger, et de se laisser insulter de la sorte. Eh bien voilà, c'est une politique, comme je vous disais tout à l'heure pour l'Union européenne, de soumission. Eh bien il sera hors de question. Le parti de la France, si demain j'étais chef de l'État, un chef d'État africain me ferait du chantage ou ce genre de choses, eh bien ce chef d'État africain se verrait renvoyé dans sa case, si je puis dire, et je lui expliquerai que nous ne reprendrons plus aucun de ses ressortissants, qu'il n'y aura plus de visa, qu'il n'y aura plus de transfert Western Union, et que lui-même ne viendra plus se faire soigner en France. Vous verrez, ça, on va calmer quelques-uns. C'est Éric Zemmour qui l'a très bien expliqué, qui a tout à fait des moyens de pression qu'on peut avoir sur les pays africains qui ne voudraient pas reprendre leurs ressortissants. Très bien, vous ne voulez pas les prendre? Eh bien, écoutez, vous n'aurez plus un euro qui sera transféré dans votre pays, vous n'aurez plus un seul visa, vos avoirs seront gelés en France, vous allez voir, ça va en calmer plus d'un. Donc, tout est une question de volonté politique. Et nos dirigeants n'ont aucune volonté politique, à part d'être les serpillères de tout le monde. Alors, question suivante. Concernant l'engagement politique local, au niveau communal, que peut-on faire quand on est un militant de droite nationale? Eh bien, moi, je vous invite à participer à la vie politique locale, mais il est compliqué à moins d'être un groupe solide, compact, il est compliqué d'avancer à visage découvert politiquement. Je pense qu'il est intéressant, à partir du moment où on s'implique dans la vie politique locale, de ne pas forcément mettre en avant votre engagement politique national, d'intégrer des listes pour les élections municipales et de parvenir à vous faire élire et d'avoir une expérience locale. De toute façon, il est toujours mieux de s'engager dans la vie politique, qu'elle soit nationale ou locale, plutôt que de ne rien faire, plutôt que de se renfermer sur soi-même. Donc, allez-y, participez dans la mesure de vos moyens, de vos possibilités, et essayez d'éveiller les esprits auprès des gens que vous rencontrez. Un auditeur qui suggère que Jordan Bardella pourrait se sentir pousser des ailes et
souhaitait être candidat à la présidentielle à la place de Marine Le Pen, voilà, pour l'élection présidentielle de 2027. Et écoutez, moi je n'y crois pas. Je pense que Jordan Bardella est l'homme lige de Marine Le Pen, qu'il ne peut rien faire en tant que président du Rassemblement national sans avoir l'accord de Marine Le Pen, et qu'en fait c'est un président de papier pour Marine Le Pen, qui lui laisse en gros la boutique, mais un jeune qui présente bien, mais c'est elle qui tire toutes les ficelles encore, avec tout le tact et la subtilité qu'on lui connaît. Et je pense que Jordan Bardella, s'il avait la moindre velléité ou ambition personnelle, serait immédiatement immolé par Marine Le Pen. Donc je ne pense pas du tout que c'est quelque chose d'envisageable, tout du moins pour l'élection présidentielle de 2027. Une autre question concernant le risque de dissolution du Parti de la France. Eh bien évidemment, il existe. On voit la frénésie de M. Gérald Darmanin concernant les dissolutions. C'est le ministre de l'Intérieur qui aura dissous le plus d'organisations, de mouvements. Et nous savons très bien que ça nous pend au nez, que nous sommes scrutés par les services de renseignement qui feraient mieux d'observer les islamistes plutôt que les militants du Parti de la France. Mais voilà, nous savons très bien qu'à la moindre incartade, eh bien, la procédure de dissolution voilà, plane au-dessus de nos têtes. C'est comme une épée de Damoclès. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons changer notre discours. Nous n'allons évidemment pas céder à la provocation, c'est-à-dire faire de la provocation pour de la provocation, voilà, en se disant tant pis, voilà, fonçons tête baissée, droit dans le mur. Non, ce n'est pas du tout la ligne politique du Parti de la France. Toutefois, il ne sera hors de question d'aseptiser notre discours, en particulier sur la migration, l'invasion migratoire, les ordures cosmopolites, tout ça dans l'espoir de ne pas se faire dissoudre. Voilà, on a bien vu que les différentes dissolutions n'avaient pas changé grand-chose à la vigueur des différents nationalistes qui l'ont subi. Donc voilà, il faut faire avec, il ne faut pas faire ce qu'il faut, faire ce qu'ils attendent en fait, il faut faire les faux pas qu'ils attendent pour se faire dissoudre, mais il ne faut pas non plus renier notre discours pour cela. Et évidemment, le Parti de la France ne se réjouit absolument pas des dissolutions ou des procédures de dissolution engagées contre d'autres structures, contre d'autres mouvements, puisque demain, cela pourrait nous arriver à nous. Donc évidemment, nous avons une solidarité totale avec les mouvements nationalistes, de droite nationale, catholiques, qui sont sous le coup d'une dissolution ou qui ont été dissous. Je pense que c'est totalement arbitraire, c'est un abus de pouvoir, d'autoritarisme, mais je pense qu'il faut se dire aussi que si le nationalisme en France était aussi insignifiant, il n'y aurait pas autant de dissolutions. Il faut savoir que les différents mouvements, même les plus radicaux, ont un écho auprès de la population. Les Français ne sont pas, même si on a l'impression qu'ils sont léthargiques, ils ne sont pas complètement endormis encore. Et je crois qu'ils s'aperçoivent de plus en plus de la situation, et ils s'aperçoivent de plus en plus qu'il faut un changement radical et que le ronron républicain, la mascarade républicaine n'arrivera pas à contenir tous les dangers gravissimes qui risquent de s'abattre sur nous dans très peu de temps. Alors, qu'est-ce que le Parti de la France prévoit pour enrayer le déclin de la France et de l'Union européenne dans le domaine technologique par rapport aux États-Unis ? Alors je dirais dans le domaine technologique et même dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il faut rendre aussi notre pays attractif pour nos élites. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant, on va dire, de grosses têtes, on va dire de surdiplômés français qui quittent le pays, qui s'expatrient, alors que nous, on reçoit on accueille par centaines de milliers des Africains à très bas QI, pendant que nous, nos élites s'en vont? Eh bien parce que les conditions, les conditions, on va dire, sécuritaires, migratoires, économiques, fiscales ne sont absolument pas idéales pour que quelqu'un puisse s'épanouir de manière, on va dire,
industriel, ingénierial, en France. En France, c'est un cauchemar. La bureaucratie, le système néo-communiste, les prélèvements sociaux ne donnent pas du tout envie de créer son entreprise, d'innover, d'inventer, de déposer de brevets, parce que l'on sait très bien que cette bureaucratie, ce socialisme complètement handicapant, va freiner toutes les démarches. Donc il faudrait déjà faire revenir et réinstaurer un contexte économique et fiscal incitatif pour qu'il y ait justement un développement de nos technologies, pour que nous puissions rattraper notre retard par rapport à d'autres puissances. On me demande si le Parti de la France va faire prochainement une réunion en PACA. C'est vrai que j'en parle souvent et qu'on ne l'a pas fait. Donc là, je vous promets que dans les mois qui viennent, nous ferons une réunion en PACA, je pense dans le Var ou ailleurs, ou peut-être deux, puisque c'est une grande région. Mais nous ferons cela, notamment, je pense, avec Alexandre Simoneau, notre délégué général. Donc vous serez tenu au courant rapidement. Une autre question concerne les dom-toms. Les dom-toms, que va en faire le Parti de la France? Je crois qu'il faut déjà faire un audit. Un audit des dom-toms, de savoir combien ils coûtent à la France. Combien ils coûtent à la France et quel est le degré d'appartenance à la France des ressortissants des dom-toms. Je m'explique, par exemple, un cas emblématique, c'est Mayotte. Mayotte, ce ne sont pas des Français, ce sont des Mahorais. Ils ne parlent pas français, ils sont musulmans, ils n'ont rien à voir avec la France. C'est juste voilà, ça appartient aux Comores. Donc Mayotte, ça ne se discute même pas. Cette espèce de cailloux pourris, perdus. Eh bien, nous n'avons rien, nous n'avons aucun intérêt économique, ni même historique à Mayotte. Il faut se débarrasser de Mayotte. Il faut rendre Mayotte aux Comores. Donc ça, ce sera immédiat. Là, c'est le cas emblématique. En revanche, les autres territoires d'outre-mer, ou départements d'outre-mer, je pense qu'il faut faire un audit. Voilà, il faut regarder combien cela nous coûte et savoir aussi, peut-être demander aux métropolitains s'ils souhaitent, non pas aux locaux, je parle aux métropolitains, de savoir si nous souhaitons conserver ces dom-toms. On nous sort tout de suite l'espace maritime, voilà, comme si nous étions au 19e siècle, ce genre de choses. L'espace maritime, voilà, oui, certes, c'est une chose, mais est-ce que ça vaut le coup que ça nous coûte des milliards par an pour conserver, voilà, je ne sais pas, la Guadeloupe, la Martinique, quelqu'un me parle de la Guyane. Moi, je pense qu'il y a des atouts, mais encore faut-il qu'ils soient développés, encore faut-il qu'il y ait aussi une implication de la population locale et qu'il n'y ait pas non plus que les populations locales, que les administrations locales soient au crochet de la métropole, que ça nous coûte un pognon de dingue, et comment tout ça pour que là-bas, ça tourne pendant que, voilà, que ce soit la France qui fasse tourner tout cela, toutes les administrations, tous les services publics, parce qu'on sait que ça ne tourne pas très bien là-bas, voilà, voilà, tout de même, on sent que l'efficacité, on va dire, de l'administration guadeloupéenne ou martiniquaise n'est pas tout à fait celle de l'administration métropolitaine, qui est loin d'être optimale, elle non plus. Donc je pense qu'il y a une nécessité de revoir tout ça, de faire un bilan, de faire un audit et de voir si nous avons encore intérêt à conserver certains dom-toms. Et je crois que c'est pas une réponse globale, mais chaque territoire d'outre-mer ou département d'outre-mer doit être analysé de manière économique, sociale, de telle façon à pouvoir prendre une décision en faveur dans l'intérêt de la France et des Français. Alors, quelqu'un me dit qu'il faudrait faire une ségrégation judiciaire entre les indigènes et les allogènes. Je ne pense pas, je pense que la loi doit être la même pour tous. Sauf que eh bien, les allogènes, à partir du moment où ils ont commis un délit en France ou un crime en France, eh bien, en plus de la peine encourue, il y a l'expulsion vers le pays d'origine. Voilà, je pense que la seule différence qu'il doit y avoir, c'est qu'un Français, il reste en France, bien sûr, mais qu'un étranger, à partir du moment où il est condamné, il sera condamné à la même peine qu'un Français, sauf qu'à l'issue de sa peine, il sera renvoyé chez lui. Alors, concernant la politique énergétique du Parti de la France, concernant les énergies fossiles, le développement du solaire, de l'hydraulique, des recherches sur l'hydrogène, eh bien, les énergies fossiles,
nous sommes dans voilà, la diabolisation des énergies fossiles, la décarbonation, vous voyez, c'est dans le cadre de la transition écologique, vous savez, cette nouvelle secte hein, qui est plus de carbone du tout. Ils ne savent pas du tout que le carbone est nécessaire voilà, à notre survie, mais il ne faut plus de carbone. Voilà, c'est la décarbonation totale, donc c'est une sorte de nouvelle lubie. Mais les énergies fossiles, déjà, voilà, j'ai 47 ans, bientôt 48, et j'apprenais déjà à l'école que les réserves de pétrole étaient vides et que d'ici 10, 20 ans, 30 ans, eh bien, il n'y en aurait plus. Bon, aujourd'hui, il ne me semble pas que les réserves aient diminué d'un iota et que le pétrole est toujours tout autant utilisé. Donc je pense qu'on nous ment là-dessus, qu'il y a un lobby, un lobby qui veut absolument que les énergies fossiles disparaissent parce que ce serait comment qu'elles vont disparaître, mais sauf qu'elles voilà, elles ne disparaissent pas. Et dans le contexte économique dans lequel nous sommes, je ne vois pas pourquoi nous devrions voilà, nous passer de toutes les énergies possibles à notre disposition. Alors évidemment, la France ne produit pas de pétrole, d'où l'intérêt évidemment de développer d'autres sources d'énergie, en particulier concernant le solaire, l'hydraulique, l'hydrogène. Mais je pense que pour l'hydraulique, je crois qu'on est au maximum. Le solaire a montré ses limites, l'hydrogène c'est à creuser, mais c'est également le nucléaire qui garantit notre indépendance énergétique, que Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont laissé à l'abandon, quasiment on pourrait dire. Et là maintenant, ils deviennent des pro-nucléaires tout d'un coup quand ils sont aperçus que nous étions fortement dépendants du gaz et du pétrole, comme s'ils découvraient, quoi. Voilà, c'est quand même hallucinant que des gens qui nous dirigent changent d'avis en peu de temps en s'apercevant finalement le nucléaire nous permet une certaine indépendance et une énergie à moindre coût, que nous payons beaucoup trop cher à cause du marché européen de l'énergie, mais je ne vais pas y revenir. Donc voilà, développement du nucléaire et des nouvelles techniques nucléaires également. Les nouvelles techniques nucléaires qui permettent une production plus importante d'énergie. Je ne rentrerai pas dans les détails. Nous avons Maxime Morlon qui est spécialiste dans ce domaine et qui a d'ailleurs enregistré une émission où il en parle. Mais il faut développer évidemment le nucléaire, les nouvelles technologies nucléaires de telle façon à avoir une indépendance énergétique. On a vu avec l'augmentation du coût du gaz et malheureusement l'électricité qui est grâce au marché, à cause plutôt du marché européen de l'énergie est étalonnée sur le prix du gaz et qui a fait une explosion de notre électricité. Mais nous pouvons produire de l'électricité pas chère. Nous en avons les moyens, sauf que nos gouvernants ont refusé de le faire ces dernières années et que nous ne pouvons pas rattraper en quelques mois le retard que nous avons pris depuis 15 ans ou 20 ans. Alors, une autre question. Inclure la notion de race blanche dans la Constitution. Je ne vois pas l'intérêt de dire quoi. Il faut juste dire mettre de race blanche dans la Constitution. Ou alors, est-ce que la question c'était qu'il faut être de race blanche pour être français? Écoutez, je pense que le peuple français, alors je ne vais pas vous ressortir la citation de De Gaulle, mais voilà, la France est un peuple blanc, oui, c'est un peuple blanc. Après qu'il faille absolument préciser dans la Constitution qu'il faille être de race blanche pour être français, je ne vois pas l'utilité. Et puis il faut arrêter de dire comme si c'était ça sacraliser la Constitution. Mais arrêtons avec cette Constitution, arrêtons avec ce Conseil constitutionnel tout puissant. Écoutez, je pense que le principal, c'est voilà, l'avis du peuple. Le référendum fait loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un référendum, par exemple, sur le rétablissement de la peine de mort, la Constitution, M. Fabius, les gnomes du Conseil constitutionnel pourront dire ce qu'ils veulent, on rétablit la peine de mort si les Français le désirent. Si les Français désirent, suite à un référendum, une réduction drastique ou un arrêt total, voire une expulsion d'une majorité des extra-européens, eh bien nous l'appliquerons et le Conseil constitutionnel fermera sa gueule. C'est tout. C'est la loi du peuple prime. C'est la souveraineté du peuple et la souveraineté de l'État. Et ce ne sont pas quelques individus au parcours politique qui nous a prouvé qu'ils étaient des cosmopolites forcenés qui vont nous interdire de gouverner. C'est toujours pareil. Là, il s'agit de soumission à une institution non élue avec des gens cooptés par les copains. Alors, notre question, réflexion, comme quoi le catholicisme traditionnel est le meilleur rempart contre le wokisme.
et toute la dégénérescence sociale et des mœurs, et que la laïcité a provoqué tout cela. Le Parti de la France n'est pas un parti politique confessionnel, mais nous revendiquons que la France est fille aînée de l'Église, que la France est catholique. Alors évidemment, il est certain que la modernisation du message de l'Église, l'abandon aussi de la spiritualité chez nos compatriotes a entraîné évidemment cette décadence sociétale. C'est certain. Ensuite, la laïcité a principalement servi à s'attaquer à la religion catholique et a permis à d'autres religions de s'insérer dans la vie sociale française. Je parle en particulier de l'islam. C'est grâce à la laïcité, en disant que toutes les religions se valent. La laïcité, c'est ça, toutes les religions se valent. Eh bien, l'islam s'est installé dans la société française grâce à cette laïcité. Donc évidemment que la laïcité, telle qu'appliquée, en tout cas par les anticatholiques depuis 1905, évidemment, a contribué à l'affaiblissement moral et spirituel de la France. Donc évidemment qu'un retour à la spiritualité, on va dire tout du moins chrétienne, serait un rempart à toute cette décadence. Après, concernant la décadence, le wokisme, il n'y a qu'une minorité de personnes qui se revendiquent de toutes ces lubies, ces délires sociétaux contre nature. La majorité des gens, c'est parce qu'on leur impose, c'est une minorité qui impose tout cela. Il suffit de renvoyer cette minorité à son statut de minorité, de ne plus lui donner la parole, ce que fera le Parti de la France s'il vient au pouvoir. Eh bien, nous n'entendrons plus parler de travelots qui viendront dans les écoles faire des cours de lecture déguisés en femmes. Voilà, ça n'arrivera plus, parce qu'ils n'auront plus le droit de rentrer dans une école. Sinon, ils seront arrêtés, ils iront en prison. Voilà, c'est ce qui arrivera si nous sommes au pouvoir. Donc je pense qu'avec seulement des mesures de bon sens, nous ne sommes pas obligés non plus de rentrer dans des considérations ultra radicales ou de régentement de la société. Voilà, moi je suis quelqu'un de libéral, mais cette libéralité n'entraîne pas le fait que des travestis viennent dans les écoles parler de sodomie à des gamins. Voilà, c'est ça, il n'en est pas question. Et si vous faites ça, eh bien vous irez en tôle. C'est ce qui me semble à peu près normal. Alors ensuite, rétablir des camps de travail ou des bagnes comme il y avait à Cayenne. Mais oui, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas pour que les prisons soient des lupanards. Dans la majorité des prisons, maintenant, ce sont plus ou moins les prisonniers qui font la loi. Quand on voit aussi quel type de surveillants sont recrutés, eh bien on comprend également comment ça se passe dans les prisons. Eh bien oui, je pense que ça ne doit pas être une sinécure. Alors, je ne dis pas que c'est une sinécure d'aller en prison, hein. D'ailleurs, nos camarades nationalistes qui ont eu la malchance de se retrouver dans les geôles de la République, hein, n'ont pas passé un bon moment, loin de là. Mais je pense qu'il faut, pour les criminels les plus endurcis, rétablir un bagne à Cayenne ou ailleurs. Hein. Bon, voilà, la Guyane, c'est pas non plus l'endroit où il faut envoyer tous les déchets de la société métropolitaine. Mais je pense que oui, il faut donner... voilà, il faut que les gens qui aillent en prison n'aient plus envie d'y retourner, et il faut également que les pires criminels, les criminels les plus endurcis, eh bien, payent pour leurs crimes. Voilà, quand on voit que monsieur Lelandais, qui a massacré une petite fille, a pu, grâce au parloir sexuel, concevoir un enfant avec une cinglée qui doit sûrement être attirée par les tueurs en série ou ce genre de choses, et bien voilà, ça n'arrivera plus. De toute façon, quelqu'un comme monsieur Lelandais, à partir du moment où sa culpabilité sera prouvée, eh bien, sera exécuté en place publique. C'est-à-dire qu'il ne sera pas en prison, il ne pourra pas faire d'enfant puisqu'il sera mort. C'est-à-dire que voilà, ce genre de criminel sera exécuté. Voilà, la peine de mort sera rétablie, eh bien, c'est rétabli pour ce type de criminel. C'est-à-dire qu'un type qui va
qui enlève une petite fille lors d'un mariage et qui la viole et qui la tue, eh bien ce genre de personne sera raccourci. Voilà, aura la tête coupée en place publique avec également une retransmission publique télévisée. Bon, évidemment, on demandera à ce que les enfants ne regardent pas, mais je crois que ça fera preuve d'exemple. Ça calmera bien des ardeurs, et si ça ne peut sauver ne serait-ce qu'une seule vie, eh bien, ça suffira pour moi. Ça me suffira, ça me donnera bonne conscience pour avoir rétabli la peine de mort. Parce que la peine de mort, c'est avant tout pour sauver des vies, mais également pour débarrasser de la société ces éléments les plus nuisibles et non réinsérables. Alors, on m'interroge sur le fait de si j'ai été contacté par Livre Noir, par exemple, ou d'autres médias pour être interviewé. Eh bien non, non, je n'ai pas... et on me demande aussi si je demande à l'être. Alors ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir, enfin, avoir aussi peu de pudeur, de dignité que de réclamer soi-même à être interviewé. Non, je ne demande pas, je ne réclame pas. Si un média veut m'interviewer, j'ai toujours dit oui. Je n'ai jamais refusé d'être interviewé par qui que ce soit. Même un média d'extrême gauche, qui que ce soit, je réponds. Voilà, je ne suis pas là à dire j'ai été contacté une ou deux fois par l'émission d'Hanouna, touche pas à mon poste, ça n'a pas abouti, ou ça a été annulé, mais voilà, je n'ai jamais réclamé moi-même d'y aller. Donc pour l'instant, personne ne semble-t-il, même chez quelquefois des médias amis, on va dire, de la mouvance nationale, eh bien, comment non, apparemment, la voix du Parti de la France, soit ne les intéresse pas ou est considérée peut-être comme trop sulfureuse. Nous invitons de manière très large dans nos deux émissions, qui sont animées avec brio par Alexandre Inger, et bien que ce soit dans notre forum ou que ce soit pour nos entretiens, nous invitons de manière assez large, personne qui le souhaite, mais apparemment ce n'est pas pratiqué par beaucoup d'autres structures ou beaucoup d'autres médias nationaux. Également, on m'a demandé, Grégory Rouze, mais c'est vrai, m'avait invité. Après, l'invitation a été annulée, ça devait être pendant les vacances d'été, et je n'en ai pas reçu d'autres. Bon, peut-être que ça arrivera après, je ne sais pas. Je ne réclame pas après. Moi, je ne réclame jamais à être interviewé quelque part. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors peut-être si. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas, que je ne conçois pas qu'on puisse contacter quelqu'un pour lui demander est-ce que tu pourrais m'inviter dans ton émission. Non, si la personne veut m'inviter, alors peut-être c'est une erreur, peut-être que d'autres font... mais bon, je ne veux pas avoir l'impression d'être un mendiant ni de faire la manche. Si quelqu'un ne veut pas m'inviter, eh bien, je ne vais pas m'inviter en mettant mon pied dans la porte comme un témoin de Jéhovah. Alors, une avant-dernière question. Comment remigrer les gens qui n'ont pas la nationalité française ? Eh bien, il faut savoir que beaucoup d'halogènes ont la double nationalité. Et que pour moi, une nationalité que l'on a acquis de manière administrative, je ne pense pas que ce soit une nationalité réelle. Et je crois qu'il faudra créer des commissions d'études pour savoir si telle ou telle personne est réellement française, ce qui se basera sur certains critères, notamment d'assimilation. Et moi, ça ne me dérangera absolument pas de renvoyer au Mali quelqu'un qui est né à Montfermeil, d'une famille malienne, qui a la nationalité française, qui est malien, qui est musulman, qui baragouine trois mots de français, et qui a déjà fait l'objet de condamnations pour d'actes de délinquance. Eh bien, cette personne-là, pour moi, n'a rien à faire en France. Et que cette personne ait la nationalité française ou pas, eh bien, elle sera renvoyée au Mali. Voilà, de gré ou de force. C'est tout. Nous n'avons pas à devoir subir toutes ces naturalisations massives qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Donc nous reviendrons dessus, oui, sur certaines naturalisations, sur certaines personnes qui ont eu la nationalité française alors qu'ils n'auraient jamais dû l'obtenir et qui ne sont pas français ni par leur mode de vie, ni par leur comportement, et dont nous ne voulons pas, voilà, c'est tout. C'est pas la carte nationale d'identité française a été tellement dévoyée qu'elle ne sera plus un totem pour ne pas se faire expulser.
Et enfin, quelqu'un me dit que de toute façon, tout est foutu, à quoi bon, leur immigration, on n'y croit pas. Bon, voilà, ce genre de discours défaitiste, démoralisateur, pour moi c'est encore pire. C'est encore pire qu'un opposant politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est notre camp, donc qui passe son temps sur les réseaux sociaux à mettre des messages, mais tout est foutu, mais à quoi bon, mais ça sert à quoi, coller des affiches, distribuer des tracts, mais c'est foutu, c'est mort, la France est terminée, ils vont nous envahir. Ben voilà, c'est certain que la France n'a pas bâti son histoire avec ce genre de personnage, ce genre d'individu qui renonce tout le temps, qui renonce même à son bien le plus précieux, c'est-à-dire sa patrie. Ce genre d'individu qui se dira ne défendra pas sa famille jusqu'à la mort parce qu'on dit bah voilà c'est foutu, regardez, les cambrioleurs ils sont 10, laissons-le violer ma femme, laissons-le violer ma fille, laissons-le prendre tous mes biens, puisque à quoi bon, on n'y arrivera pas. Dans ce cas-là, non, il y a des gens qui sont morts pour la France, il y a des gens qui sont morts pour la patrie, il y a des gens qui ont donné de leur sang, qui ont tout sacrifié pour la nation, pour la patrie et pour le peuple français. Eh bien, il faut partir sur cet idéal. Il faut se dire que rien n'est foutu. Les Français sont encore majoritaires en France. Même s'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux, nous sommes encore majoritaires chez nous. On en reparlera quand il y aura 50 millions d'halogènes et 25 millions de Français. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est presque le ratio est à peu près inverse. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas céder à ce genre de discours complètement limite dépressif et qu'il faut justement garder la foi chevillée au corps, qu'il faut continuer à espérer et qu'il faut continuer à se battre, à combattre. Personne ne le fera à votre place. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le Parti de la France, pourquoi je vous invite à adhérer, pourquoi je vous invite à partager nos publications et également à suivre régulièrement le forum du Parti de la France, les entretiens du Parti de la France, nos différents communiqués. Bref, vous engagez dans la vie politique au service de la France et des Français. Je vous remercie et à la prochaine émission.